Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série Mon œuvre est pour le roi. À l'honneur aujourd'hui, les métiers liés à la construction qu'on associe souvent aux métiers des hommes. Ce sont aujourd'hui deux femmes qui vont nous en parler. Donc pouvez-vous vous présenter et nous dire depuis quand vous exercez et surtout quel est votre métier? Bonjour à tous. Alors moi c'est Priska. Je suis ingénieur travaux et j'exerce ce métier depuis maintenant 3 ans. Bonjour, moi c'est Joséphine. Je suis ingénieure dans le métier du bâtiment et j'exerce depuis 2019, donc à peu près 6 ans. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots votre profession et les principales missions que vous réalisez au quotidien? Alors le métier d'ingénieur travaux consiste principalement en la gestion de travaux de construction. Donc la gestion de chantier en phase d'exécution, c'est-à-dire que lorsque un client souhaite construire un ouvrage, voilà, il y a tout un tas de processus. Premièrement, de la prospection, des études. Et une fois que les études réalisées par un architecte sont validées par le client, acceptées par le client, l'architecte va contracter, sélectionner des entreprises générales. Une entreprise générale qui va se charger de réaliser l'ouvrage. Et c'est à partir de ce moment-là que moi j'interviens en tant qu'ingénieur travaux, donc dans la préparation de chantier, le suivi d'exécution et la finalisation. Donc tout ça, ça passe par de la gestion financière, de la gestion technique et administrative. Voilà. Alors c'est très intéressant. Pour ma part, je suis plutôt en charge en fait d'une unité qui s'occupe sur un site d'un ministère en France qui est composé de plusieurs bâtiments. Donc moi je suis en charge d'une unité qui s'occupe des travaux et de la maintenance de tous ces bâtiments. Donc pour expliquer un petit peu plus la maintenance, c'est en fait dans les bâtiments on a toutes sortes de systèmes, type les éclairages, le chauffage, la climatisation, tous les systèmes qui sont rattachés au bâtiment. Et ceux-là ont besoin en fait d'être entretenus de manière préventive, c'est-à-dire pour éviter qu'ils tombent en panne. On vient tous les ans, tous les 6 mois, selon les systèmes, les entretenir. Voilà, donc moi je suis en charge de cette unité. Je coordonne les équipes, je fais de la planification, de la préparation de travaux pour les années à venir, c'est-à-dire les plans d'investissement de l'établissement et toute la gestion administrative et management. Voilà. Donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous avez quand même beaucoup de responsabilités Oui. au quotidien. Et justement, en tant que femme, c'est un secteur qui est très masculin. Comment vous le vivez? Alors moi personnellement, bah j'ai pas spécial, enfin je le vis normalement. C'est-à-dire que voilà, je suis habitué, hein, ça se passe bien. Aujourd'hui, on est dans des temps où voilà, on a accepté les femmes plus ou moins acceptées dans ce secteur d'activité. Donc personnellement, je le vis bien. Après, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un certain caractère, faut savoir se défendre, affirmer sa position. Donc il y a ça qui joue, mais voilà, le métier que je fais est très lié au caractère. Alors pour ma part, c'est vrai que c'est une habitude de travailler avec les hommes. J'ai toujours travaillé en fait dans ce secteur-là qui est vraiment composé à 95% d'hommes. Et l'approche que j'ai toujours eue dans les métiers que j'ai faits, c'était l'humilité, premièrement. C'est-à-dire pour s'intégrer dans une équipe qui est pluridisciplinaire, où chacun est spécialiste dans son domaine. Quand on arrive en tant qu'ingénieur, femme et jeune, c'est important. Euh, Ce qui a toujours payé, c'est l'humilité. C'est-à-dire considérer les qualités de chacun, l'expérience de chacun, être à l'écoute
et en fait et aussi assuré techniquement. C'est-à-dire que quand nous, on arrive à comprendre ce que l'autre fait et à même anticiper ce qui a besoin en fait pour le futur, c'est-à-dire qu'on maîtrise le sujet de chacun, du coup on est obligé d'être fort techniquement pour imposer le respect, entre guillemets. Parce que dans ces milieux-là, c'est la technique qui prime. Et quand les autres perçoivent que techniquement on suit, le respect est directement établi. Maintenant, après, il y a la vie de tous les jours, je dirais, dans le monde, hein. C'est-à-dire avec des hommes qui ne sont pas chrétiens. À chaque fois, quand j'ai commencé et que, évidemment, il y a toujours une phase de test où les gens essaient de voir un petit peu comment on est. Et c'est à ce moment-là où moi, j'ai imposé mes limites. Et je dis non, avec moi, c'est pas comme ça. On se respecte mutuellement, mais il y a des barrières à pas dépasser. Et voilà, quand au fil du temps, des fois, ça peut déborder, mais tout de suite, on rappelle que non, avec moi, c'est pas comme ça. Voilà. Et c'est très important. Et au final, ça établit un respect mutuel dans les équipes, quoi. Que vous apporte votre foi chrétienne au quotidien, justement ? Je pense que c'est lié à ce que tu viens de dire aussi, Joséphine. Les limites, comment vous les avez imposées ? Comment vous le vivez au quotidien ? En fait, pour moi, la foi chrétienne, c'est vraiment le socle de mon métier, en fait. Parce que c'est quand même un métier très humain, on ne s'en rend pas compte comme ça. Il y a la technique, bien sûr, il y a le côté financier, tout ça, mais c'est très humain. Et moi, pour ma part, je suis dans une position où je suis très sollicitée. C'est-à-dire que je vais autant avoir sous ma responsabilité des compagnons, autrement dit des ouvriers, qui sont plus âgés que moi, majoritairement des hommes. Je vais avoir en face de moi des fournisseurs, je vais avoir en face de moi la direction. Et comme disait Joséphine, il faut beaucoup d'humilité, il faut être très à l'écoute, faut savoir faire preuve de résilience et de maîtrise. C'est pas toujours évident parce qu'en effet, c'est un domaine quand même assez ingrat parce que on fait beaucoup de sacrifices pour que les choses soient menées à bien dans les délais, dans le respect des budgets, mais ça demande beaucoup de sacrifices pour y arriver. Et en face, il n'y a pas toujours la reconnaissance qui va avec. Et grâce au Seigneur, en fait, moi, je sais que toute chose que je fais, c'est pas pour les hommes dans un premier temps, mais pour le Seigneur. Je me dis que le Seigneur, il voit, il sait, je fais ça pour lui, je vais m'investir pour l'honorer de manière à ce que les païens qui sont autour de moi puissent voir que voilà, je fais les choses correctement, je fais de mon mieux et on ne pourra pas me reprocher de ne pas faire ce qui est attendu. Comme disait ma sœur, c'est vrai que c'est des métiers très ingrats et exigeants, surtout en termes de délai, de qualité de prestations, etc. On nous en demande beaucoup, mais au fur et à mesure, j'ai compris que l'humain était au centre, l'être humain était au centre, et que rien qui touche à l'argent, à la technique, au matériel, tout ça, rien n'est plus important que l'être humain. Et nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment avoir ce recul-là, de dire, à un moment donné, d'être capable de dire non, d'être capable de dire stop, là, le chantier prend du retard, ok, mais c'est pas grave, on va trouver des solutions. Ok, il y a des surcoûts, mais on va trouver des solutions. Et on ne doit pas, surtout en tant qu'ingénieur, on est souvent manager ou chef d'équipe. Donc, le métier qu'on exerce ne doit pas être une atteinte à la vie des gens. C'est-à-dire imposer une pression sur nos collaborateurs à cause de l'argent, à cause d'incidents qui peuvent arriver. Et on doit vraiment veiller à ce que l'être humain soit au centre. Et si c'est pas fait, c'est pas fait. Peu importe. On va pas au-delà, on va pas mettre la pression aux gens pour rester tard le soir, pour travailler le week-end, pour faire des choses comme ça.
on doit vraiment veiller à ce que l'humain soit vraiment protégé et en sécurité. Parce que c'est vraiment des dangers, il y a des dangers au quotidien. Et on se doit vraiment de respecter l'être humain. Et c'est vrai que notre foi nous donne ce recul-là et cet amour-là aussi, que d'autres n'ont pas, parce que leur priorité, c'est l'argent. Leur priorité, c'est les délais. Et peu importe le prix que ça doit coûter, ils veulent que les choses soient faites dans le temps imparti, mais des fois, non, c'est pas possible. Et la surcharge est trop lourde. Donc on doit nous aussi expliquer à notre direction, non, là il y a un problème, on pointe du doigt les problèmes et on essaye d'avancer avec les problèmes. C'est ça. Voilà. Exactement ça. Et toi, Joséphine, t'as combien d'années d'expérience déjà? Tu nous as dit 6 ans. Est-ce que ces 6 ans t'ont changé au niveau du caractère, dans ta marche? Est-ce que ça t'a fait évoluer? Je pense que tu nous as quand même, vous nous avez quand même traduit des belles valeurs que le Seigneur nous donne et qui nous enseigne. Donc, comment ça t'a changé, toi, ces 6 ans à exercer? Comment ça m'a changé? Déjà, je vois la différence entre le moment où j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire la manière dont je travaillais à l'époque et la manière dont je travaille maintenant. Je relativise beaucoup plus sur le métier que j'exerce. Des fois, je pouvais penser au travail même en sortant du travail, et ça impactait ma foi, parce que j'avais plus ce temps-là avec le Seigneur, j'avais plus cette... comment dire, mon esprit était vraiment pris par cette multitude de choses que concernaient les chantiers. Mais j'ai appris à prendre du recul et à faire un stop en sortant du travail, dire non, là c'est ma vie, avec le Seigneur c'est le plus important. Le travail c'est bien, mais on s'arrête quand on sort. C'est-à-dire quand on sort du travail, on n'est pas payé à réfléchir pour le travail. Donc moi j'ai appris ça aussi. C'est pas évident quand on nous en demande beaucoup, mais j'ai appris à mettre vraiment le Seigneur en numéro 1 dans ma priorité. Voilà. Après, la Bible nous enseigne au quotidien sur comment réagir avec telle personne. Ok, telle personne a tel problème, comment je dois appréhender la chose. Et aussi notre vie, enfin ma foi, elle a toujours été officielle dans les équipes où je suis passée. J'ai toujours eu l'occasion de parler de ma foi. Et aussi, ça a permis à mes collaborateurs de comprendre qui j'étais et de comprendre qu'il y a certaines choses qu'ils ne pouvaient pas faire avec moi. C'est ça aussi les barrières, comme je disais tout à l'heure, quand tu disais concrètement comment on fait pour, dans ce milieu-là, pour avoir ces barrières-là, et ben, simplement de parler de sa foi, déjà, ça amène un respect. C'est très important. Et aussi de témoigner de sa foi à des gens qui ont besoin d'entendre aussi le Seigneur et de comment vivre le Seigneur. Voilà. Donc c'est toujours des bonnes expériences, des belles rencontres aussi. Je sais pas ce que tu peux rajouter. Non, c'est ça. C'est important d'affirmer sa foi, enfin de vraiment être vrai par rapport à ça, parce que c'est un monde aussi où il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges, de magouilles. Et toi, quand tu es face à ce genre de choses, parfois on peut attendre de toi de mentir, de extrapoler. Moi, je suis direct. Hein. Je dis à chaque fois, non. Moi, attendez pas de moi que je mente, que j'invente des trucs, que voilà, je critique un tel. Moi, je serai toujours vrai et objective face à toute situation, en fait. Voilà, je rentre pas dans ces choses-là. Donc, c'est très important de refléter ces valeurs-là du Seigneur. Et en effet, ça impose le respect. Ça impose le respect dans ce sens-là. J'ai pu comprendre aussi que vous êtes engagé dans le domaine associatif. Le Seigneur vous a vraiment donné à cœur de mettre votre travail aussi au profit de son œuvre. Prisca, travailler dans l'associatif et mettre à contribution ta pratique dans la construction, comment tu mènes à bien cette mission? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel pays tu as pu travailler, ce que tu fais? Comment tu adaptes ton domaine d'expertise? Oui. Alors, comment dire que
contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est que oui, on est du domaine de la construction, c'est notre travail de tous les jours, mais dans les choses du Seigneur, c'est pas pareil. Parce que dans le monde, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, euh, voilà, tout est sous contrôle. Planning, ligne directive bien cadrée. Or, avec le Seigneur, là, dans l'œuvre, c'est vraiment le Seigneur attend, enfin, voilà, te donne une vision, voilà, il veut qu'on construise un CH. Tu sais pas par où commencer, tu sais pas trop comment faire. En plus, il y a les contraintes du pays que tu ne connais pas forcément. Et le Seigneur te dit, fais-moi confiance. C'est toute la différence parce que dans nos métiers, on nous apprend, déjà dès l'école, hein, et par continuité dans ces métiers-là, on nous apprend à être sur contrôle, surcontrôler les choses. Être tout le temps à l'affût, tout le temps contrôlé, tout le temps géré. Et on sait qu'avec le Seigneur, justement, le Seigneur nous demande d'abandonner ce côté-là hyper contrôlant, hyper vigilant et lui faire confiance à l'aveugle. Et ça, c'est vraiment la différence. Et dans tout ça, en fait, on apprend à travailler différemment. Moi, je travaille au niveau du Cameroun, notamment, des 2 CH, donc du CH à Douala et du centre médical qui se fait à Yaoundé. Et je constate qu'il y a vraiment un écart entre voilà, les règles de construction que moi j'ai pu apprendre à l'européenne et la manière dont ils fonctionnent là-bas. Ça ne veut pas dire que c'est différent, que c'est mauvais et que voilà, ils sont moins intelligents, pas du tout. C'est juste que maintenant, ça demande de s'écouter, d'apprendre des uns des autres. Moi, je pars du principe où j'ai tout à apprendre, j'ai à apprendre d'eux en fait. J'ai à apprendre d'eux de la même manière qu'ils ont à apprendre de nous. Donc, c'est un peu ça. Après, ça demande de beaucoup de beaucoup échanger, de beaucoup discuter. C'est pas toujours facile voilà, de faire entendre un peu notre avis ici parce que voilà, ils se disent que on fonctionne à l'européenne, en Europe c'est comme ça, en Afrique c'est comme ça. Or que, voilà, quand même dans la construction, il y a quand même des règles générales qui s'appliquent partout, des codes à respecter, des principes voilà, sur lesquels il faut veiller, qui s'appliquent partout. C'est pas simplement relatif à un pays ou une ville. Ils ont un peu du mal à comprendre ça, mais voilà, il faut être patient dans l'amour et travailler ensemble. Et le Seigneur fait grâce. On voit que ça avance. Donc, gloire au Seigneur. Et toi, Joséphine? Prisca a bien résumé l'étendue. Ce que je pourrais apporter, c'est dans tous ces projets, on a vraiment appris à travailler ensemble, notamment aussi avec les équipes médicales. C'est-à-dire que tout le monde a appris en même temps. C'est-à-dire autant moi du côté un bâtiment, comment on construit là-bas, comment les ingénieurs là-bas sur place nous expliquent quelles sont les réalités du terrain, mais aussi ça nous a appris à travailler avec des infirmiers, des médecins, des pharmaciens qui ont l'habitude de travailler dans des hôpitaux, autant en Afrique qu'en France. C'est-à-dire que chacun avait des codes aussi différents, des manières de travailler différentes. Donc on a essayé de faire un condensé de tout ça pour faire des plans de bâtiments qui soient autant adaptés au fonctionnement de l'Afrique, mais aussi avec la touche de nos frères et sœurs qui travaillent ici en Europe pour construire un édifice voilà, pour le Seigneur. Tout ça en imaginant que c'est que des gens bénévoles. Tout ça, c'est basé sur des fonds en fait, qui n'existent pas au moment où on conçoit le bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait, comme disait Prisca, on fait confiance, mais 100% au Seigneur. Parce ok, on a des projets, ok, c'est bien, mais en général, quand on commence dans la construction ici, on a d'abord un budget. Et ensuite, avec ce budget, on établit un plan qui est en fonction de ce budget. Sauf que là, c'est l'inverse. On a un besoin, on définit le besoin avec les équipes pour le pays, parce que selon le pays, il y a des besoins différents sur l'aspect médical, et selon aussi la vision. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'était vraiment la vision, c'est la drépanocytose. Donc là, on a construit vraiment
a conçu un bâtiment pour ça. Et donc, à partir de ce besoin-là que le Seigneur établit, les fonds suivent. On ne sait pas comment. Ça, voilà, quand il y a besoin d'acheter de la plomberie, voilà, le Seigneur débloque en fait les moyens pour son œuvre. Donc on est en total lâcher prise et voilà, on fait confiance au Seigneur. Ouais. C'est vraiment mon travail à l'envers en fait. Ouais, c'est vraiment à l'envers. Hein. Voilà. Chef de projet, c'est vraiment à l'envers. Hein. C'est vraiment lui le chef de projet qui dirige les choses en fait. Et ça travaille aussi. Le Seigneur nous travaille aussi au travers de ça parce que il nous apprend à justement vraiment nous reposer sur lui. Là où quotidiennement au travail, tout le monde compte sur toi et vont attendre de toi que tu connaisses, que tu saches, que tu apportes. Là, nous, on doit se détacher vraiment de cette étiquette-là, de cette responsabilité-là et s'attendre au Seigneur et suivre tout simplement. Et ça lui donne toute la gloire parce que en fait, moi, aujourd'hui, je peux pas dire... je peux pas me dire que, ouais, ça avance parce que moi, je suis du domaine, parce que je sais, je connais. Pas du tout. Pas du tout, vraiment. Pas du tout. Il y a vraiment la main du Seigneur là-dedans et il nous permet de construire les choses pas à pas sans qu'on puisse avoir une ligne directive toute prête, tout établi, un budget tout prêt, tout établi, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'avoir au travail, quoi. Donc vraiment, ça c'est différent et on voit la main du Seigneur. On peut que reconnaître que c'est le Seigneur. On peut que reconnaître. C'est très encourageant ce que vous dites, très enrichissant. Et je pense que ça peut donner envie à des sœurs, des frères, de peut-être faire votre métier. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur les études que vous avez suivies et le niveau peut-être d'exigence, de difficulté? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques pressions sur le cursus à suivre pour arriver à votre métier? Oui, alors moi, faut savoir que j'ai toujours voulu être dans le secteur du bâtiment. Je voulais être architecte étant plus jeune. Donc j'ai fait un bac scientifique. Et à l'issue de ce baccalauréat, voilà, j'ai voulu intégrer les écoles d'architecture. J'ai pas été sélectionnée, voilà. Donc, je me suis un peu intéressée à d'autres domaines dans le bâtiment parce qu'à l'époque, je connaissais que l'architecture et je me suis renseignée. Donc, j'ai pu voir que, voilà, il existait des BTS bâtiment et donc, j'ai poursuivi dans ce cursus-là, donc avec un BTS bâtiment. J'ai vu que ça m'a plu. Ça m'a plu. Parce que, en fait, c'était vraiment très technique, beaucoup de calculs, de structure. Et vu que moi, je suis très mathématique, j'aime beaucoup les chiffres, voilà, les trucs un peu compliqués là. Voilà, j'aime beaucoup ça de base. Donc, ça m'a tout de suite plu et j'ai commencé à voir la différence quand même avec l'architecture. L'architecture, c'est assez général et esthétique. Or, voilà... le BTS que j'ai fait, le BTS bâtiment, j'ai vu que c'était assez technique, hein, brevet technicien supérieur, donc très technique. Et à la suite de ça, bac plus 2, je me suis dit, non, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais quand même poursuivre parce qu'il y a plus de choses à apprendre quand même. Il y a plus de choses à apprendre, à consolider. Donc, je suis allée vers une licence professionnelle, chargée d'affaires en bâtiment. Donc, c'était la continuité du BTS, donc un peu plus poussé. Et en fait, c'était une année préparatoire, comme une année préparatoire à l'école d'ingénieur de bâtiment. Donc, que j'ai intégré à la suite de ma licence professionnelle en 3 ans, que j'ai effectué en 3 ans l'école d'ingénieur. Et donc, voilà mon parcours.
Et à l'issue de ça, j'ai commencé à travailler directement. En fait, comment dire? Ben, j'ai réalisé que... Enfin, c'est en entrant en école d'ingénieur que j'ai réalisé que le Seigneur, il m'attendait là. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi moi je voulais devenir architecte? Enfin, voilà, j'ai compris que non, c'est vraiment le côté technique qui m'intéresse, qui m'attire. Et en commençant l'alternance, tout ça, bah, j'ai été sur le terrain et j'ai vu vraiment la différence. Et j'ai découvert le côté indispensable de l'ingénieur bâtiment. Parce que c'est vrai que quand on entend bâtiment, construction, on pense directement aux architectes. Voilà, c'est ce qui ressort. Ah, t'es architecte? Bah non, je suis pas architecte. Faut savoir que l'architecte a besoin des ingénieurs pour que son projet, sa conception soit réalisable. L'ingénieur, lui, a un côté vraiment très technique en termes de faisabilité. Et il y a plusieurs types d'ingénieurs, justement, dans le bâtiment. Pour toute partie qu'on peut voir dans un bâtiment, il y a une personne dédiée à ce côté-là. C'est comme la médecine, en fait. C'est comme la médecine, voilà, un neurologue, il peut pas être, je sais pas, il peut pas être anesthésiste, par exemple. Un exemple. Et on est tous complémentaires. On est tous complémentaires et c'est vraiment ça qui me plaît dans l'ingénierie de construction. Et pendant mon école d'ingénieur, en fait, moi, j'ai choisi d'être dans la gestion de travaux. Parce que dans la construction, en fait, c'est par étapes. Comme j'expliquais en amont, lorsqu'un client veut construire, il va prospecter voilà, des architectes qui vont lui faire des plans, un peu donner voilà, image à sa vision. Voilà. Et lui va sélectionner ce qu'il préfère. Et ensuite, l'architecte, lui, voilà, va sélectionner les entreprises compétentes qui sont capables de réaliser les travaux. Mais pour cela, il y a des études de sol, des géotechniciens, des ingénieurs structures. On vient pas on vient pas s'implanter n'importe comment dans un sol. Il faut étudier le terrain, la contrainte du terrain. Il y a tout ça à voir en amont, ça prend du temps. Vous marchez dans la rue, vous voyez des chantiers, bah dites-vous que les études en amont datent d'il y a 2 ans, 3 ans. Les gens ont travaillé là-dessus avant qu'on puisse voir les machines et tout le béton et toutes ces choses-là, quoi. Donc voilà un peu mon parcours et toute l'histoire derrière tout ça. Alors de mon côté, c'est un peu différent. J'ai passé un bac technologique. À l'époque, j'étais plus dans les systèmes numériques. Et après, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc on appelle ça une prépa en France. C'est en 2 ans et en fait, ça prépare à intégrer une école d'ingénieur sur concours. Donc c'est des classes qui sont très très exigeantes sur l'aspect mathématique, physique, technologique, etc. Donc on vous prépare à intégrer une grande école. Et les grandes écoles, ça veut dire haut niveau. Assez difficile, voilà. Donc on monte la barre très haute pour qu'après on soit capable de suivre les cours en école d'ingénieur. Donc ensuite j'ai fait le concours et j'ai intégré une école généraliste qui forme des ingénieurs dans l'industrie. Donc moi, c'était l'industrie métallurgique. Et donc voilà, elle forme un ingénieur pour être capable de gérer un projet de bout en bout, sur l'aspect managérial, sur l'aspect productivité. Enfin voilà, il y a beaucoup de domaines généralistes en fait. Pour que, en fait, en sortant d'école d'ingénieur, on soit capable d'intégrer n'importe quelle industrie. En l'occurrence, moi, j'ai commencé dans l'industrie navale, donc dans la construction de paquebots de croisière. Et j'ai réalisé que le naval, en fait, c'est ni plus ni moins que la construction comme un bâtiment, parce qu'à l'intérieur, on retrouve tout, des cabines, donc typiquement des chambres, des cuisines, voilà, des halls d'accueil, enfin,
tout type de pièces qu'on retrouve dans un bâtiment, qui nécessitent de l'électricité, qui nécessitent de la plomberie, donc exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des murs en béton, on avait des murs en acier. Donc, parce que la structure d'un bateau, c'est de l'acier. Donc tous mes collègues autour de moi étaient des gens qui travaillaient avant dans le bâtiment et qui sont arrivés dans le naval parce qu'ils voulaient voir autre chose. Moi, je me suis retrouvée là-dedans, j'y connaissais rien. Donc j'ai tout appris avec mes collègues, les techniciens, tout ça, et les autres ingénieurs aussi. Et donc par la suite, après, j'ai évolué plus dans le domaine public, donc du coup la construction de bâtiments publics. Et après, j'ai fait des concours pour être fonctionnaire. Et donc là, vraiment, j'ai vraiment bifurqué sur le domaine du bâtiment, sans avoir été formée dans le bâtiment concrètement. C'est-à-dire que tout ce que Prisca connaît, dans la spécificité du bâtiment, c'est-à-dire le calcul, etc., moi, j'ai des notions. Mais je n'ai pas l'aspect calcul derrière. Moi, je vais faire, en fait, dans la gestion de projet que moi j'ai, je vais faire appel à des ingénieurs calcul. Des bureaux d'études qui, eux, me donneront leur analyse sur un projet. Et moi, mon objectif, c'est de gérer le projet en globalité. Voilà, et de faire appel aux spécialistes quand il y a besoin. Si c'est des menuisiers, ce sera des menuisiers. Voilà, si c'est des plombiers, des électriciens, etc. Donc, moi, j'ai plus une vue globale, moins spécialiste, parce que je ne suis pas de formation spécialiste du bâtiment, mais on me demande de gérer des projets. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les qualités qu'il faut pour être un ingénieur, dans le bâtiment, que ce soit dans le bâtiment ou dans autre chose, dans l'industrie, tout ça, c'est être capable de s'adapter au terrain où on est, de comprendre les enjeux, de comprendre les priorités du métier, être capable d'apprendre beaucoup de technicité quand même, parce que chaque métier a ses spécificités, il faut arriver à se comprendre, même si on ne connaît pas tout dans le détail, il faut arriver à comprendre ce qu'on nous dit. Donc dans chaque entreprise qu'on va faire, il faudra toujours un temps d'adaptation et être capable d'apprendre rapidement beaucoup de choses. Enfin, c'est ce qu'on nous demande. Ouais. C'est d'être capable de s'adapter au milieu où on est. Parce que Prisca, peut-être avant, elle travaillait sur le lot menuiserie. Voilà. Actuellement, elle travaille sur la menuiserie. Elle doit tout apprendre de qu'est-ce que le métier de la menuiserie. C'est ça. Voilà, et on lui demande même si dans ses études, elle n'a pas appris ça, quand elle arrive sur le travail... Exactement, c'est vraiment ça. Il faut comprendre comment on fait une fenêtre, comment on fait une porte, comment on les dimensionne, comment elles sont fabriquées, quels matériaux, etc. Donc en fait, c'est un métier où on est sans cesse en train d'apprendre. C'est vraiment un peu la richesse de ce métier-là, parce que tu es constamment en train d'apprendre, en train de découvrir. Et donc forcément, quand tu es en train d'apprendre, tu fais des erreurs. Donc il faut être capable d'accepter les erreurs. Tu es face à des personnes qui oublient parfois, enfin souvent même, qui oublient que tu es là pour apprendre en même temps que tu travailles. Donc tout le monde n'est pas forcément conciliant et il faut savoir encaisser ça. Faut beaucoup persévérer. Faut beaucoup persévérer, faire preuve de résilience et ne pas abandonner, parce que honnêtement, en plus en tant que femme, quand tu arrives, il y a toujours en fait des a priori que inconscient, il y a toujours des a priori. Donc face à un homme qui a le même âge que moi, qui a fait les mêmes études que moi, on va arriver en même temps. C'est moi qu'on va regarder et qu'on va scanner, quoi, qu'on va voir qu'est-ce qu'elle vaut, celle-là. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Vous voyez, donc c'est ça. Faut beaucoup de persévérance. Faut aussi, comment dire, je ne vais pas dire aimer, mais supporter d'être très sollicité, sursollicité et penser à plusieurs choses à la fois. Ouais. Faut supporter de penser à plusieurs choses à la fois, parce que quasiment tout est de ta responsabilité et chaque personne à son niveau a besoin de toi, mais les personnes en question ne regardent qu'à leur prisme, en fait. Voilà. De toi à elles vont voir selon leurs besoins, mais toi tu dois penser aux besoins de tout le monde. Donc c'est ça, quoi. C'est aussi vraiment
comment dire, une école du Seigneur, hein. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment une école du Seigneur sur le caractère, sur l'humilité, la patience, l'écoute, la résilience, toutes ces choses-là, quoi. Le sacrifice. Le sacrifice. Parce qu'on ne le voit pas comme ça, oui, c'est le travail voilà, pour vivre, subvenir aux besoins et tout. Mais le Seigneur nous met aussi dans ces choses-là pour travailler vraiment notre caractère en tant que ses disciples. Et faut toujours garder ça en tête. Et moi, je garde ça en tête. Ça me permet ça m'aide à persévérer lorsque il y a des moments où je suis vraiment sous pression. Sous pression, voilà. Donc, garder cela en tête, ça m'aide à continuer à faire de mon mieux, m'appuyer sur le Seigneur pour voilà, faire correctement mon travail. Après, on reste humain, hein. Donc, c'est le Seigneur qui connaît tout, qui sait tout, tous les métiers du monde, il les maîtrise à la perfection. Donc, voilà, comme disait Joséphine tout à l'heure, faut savoir avoir du recul. Une fois que tu sors du travail, là, tu fais ta vie avec le Seigneur, qui doit rester la priorité parce que c'est très prenant. C'est très prenant, tu peux être très vite submergé. Et si tu n'as pas appris à donner la première place au Seigneur à chaque fois, tu coules. Tu coules. Donc, c'est ça. Belle conclusion, vraiment. Je pense qu'on est toutes d'accord pour le dire. Et en tout cas, merci pour votre retour d'expérience, pour votre témoignage. Je suis sûre que ça va encourager beaucoup de personnes, moi la première. Et merci à tous ceux qui vont nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.